Imaginez que votre collègue de travail vous dit « Je dois retarder le projet car je viens d'enterrer ma mère et mon père cette semaine. » Comment lui répondriez-vous? Eh bien, c'est exactement ce qu'il m'est arrivé il y a de cela quelques mois. J'attendais un de mes collègues dans la salle de conférence online, 5-10 minutes et puis rien. Je commence à m'impatienter et à avoir de mauvaises pensées car j'avais fait de grands efforts pour être ponctuel. Pourquoi ne pouvait-il pas en faire de même? Finalement, il apparaît et j'apprends la triste nouvelle. Sur le moment, je me dis, ça m'apprendra à faire des suppositions et des jugements précipités. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai dû répondre. Pour maintenir le suspense, je ne vais vous dire ce que j'ai répondu qu'à la fin. Je vais d'abord partager avec vous ce que la plupart des personnes répondent. Ces derniers mois, j'ai accumulé près de 1000 réponses, car mes clients m'ont demandé de travailler avec leur manager la question de l'accueil des drames personnels par lesquels passent les membres de leurs équipes. Et pour cela, je commençais le séminaire en leur demandant comment répondraient-ils à ce type de situation. Nous savons que le choix des mots est crucial et pourtant la plupart du temps, on s'en mêle les pinceaux. On s'en sort avec une banalité froide et insipide qui ne reflète pas notre ébullition interne, notre réelle empathie ou compassion. Et bien que notre intention soit la meilleure du monde, nos mots ne sont pas toujours heureux, car nous avons la fâcheuse tendance de tomber dans le piège de l'empathie et d'utiliser des schémas de langage contre-productifs. Et c'est impressionnant de voir que la plupart des 1000 réponses répètent le même schéma de langage en 3 temps. Je suis vraiment désolé pour ce qu'il t'arrive. Dis-moi si je peux t'aider pour quoi que ce soit. J'imagine combien ça doit être dur. Bien que l'intention soit la meilleure pour celui qui parle, je vais vous dire tout haut ce que ce type de phrase provoque du point de vue de celui qui écoute. En commençant par le deuxième point. D'abord, évitez les questions fermées, comme « est-ce que je peux faire quelque chose pour toi » ou « dis-moi si je peux t'aider ». Préférez les questions ouvertes et spécifiques. Par exemple, « qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui pour te soulager des demandes urgentes » ou « comment est-ce que je peux t'aider ce week-end, patati patata ». La question ouverte est une preuve d'attention vers l'autre, ce que n'est pas la question fermée. Et s'il vous plaît, une règle d'or en écoute, une question à la fois suivie d'un silence. Si vous continuez à parler après une question, vous tuez votre question et vous envoyez le signe que vous ne vous intéressez pas à la réponse. Maintenant, sur la partie « j'imagine ce que tu es en train de passer, j'imagine combien ça doit être dur ». Mais t'es qui toi pour imaginer ce que moi je suis en train de passer? Ce n'est pas toi qui as perdu tes 2 parents la même semaine. Tu n'as absolument aucune idée de ce qu'ils représentaient dans ma vie. Eh bien, voilà, c'est exactement ça le piège de l'empathie. Et là, vous me dites, non, mais moi, je peux parler. Je suis déjà passé dans une situation similaire. Moi aussi, j'ai perdu des personnes importantes. Pour montrer que ça ne marche pas, voilà un autre exemple. Au cours d'un séminaire, une de mes participantes qui avait perdu son oncle raconte avoir reçu d'une collègue en guise d'accueil empathique la phrase suivante. « Ah, je sais ce que tu es en train de passer. J'ai perdu mon chien la semaine dernière. » La participante, naturellement, a été choquée et la raison vous en saute aux oreilles. L'exemple est éloquent, mais le schéma de langage est exactement le même. Le problème, c'est que l'on passe son temps à comparer et à rivaliser dans nos histoires. À comparer et à rivaliser dans nos histoires, y compris dans la douleur. Plusieurs fois par jour, sans que l'on y prête attention, tournant nos interactions anodines quand elles pourraient être intenses et authentiques. Mais au fond, le problème, ce n'est pas la question du chien. Ça se trouve, la douleur que la personne éprouvait par la perte de son chien était même supérieure à celle de la perte de l'oncle.
Le fait est que l'on n'en saura jamais rien. Quand deux personnes se rencontrent, ce sont deux histoires qui se rencontrent. Et la tendance naturelle est de toujours ramener la sienne au-dessus de celle de l'autre. Dans la même famille des schémas de langage, lorsque j'entends quelqu'un me dire « Je suis sûr que ça va te plaire », mais t'es qui toi pour être si sûr? Ou encore, je sens que tu es intéressé par ce sujet. Je sens que tu es triste aujourd'hui. Ah, je comprends la situation, j'entends bien ce que tu me dis. Comment être si sûr de ce que ressentent les autres ou de ce qu'ils veulent nous dire? Ces schémas de langage ne marchent pas comme preuve d'écoute ou d'empathie. L'intention est empathique, certes, mais le résultat ne l'est pas. Il faut plus que de bonnes intentions. Il faut en donner la preuve. La preuve d'empathie, ce n'est pas se mettre à la place de l'autre ou essayer de mettre des mots sur ce que l'autre ressent. Ce que j'appelle notre mauvaise tendance à penser pour les autres. La preuve d'empathie, c'est faire en sorte que l'autre se sente écouté, sans nécessairement sentir ce qu'il ressent, ni être d'accord avec lui. En d'autres termes, la preuve d'empathie commence par une preuve d'écoute. Alors, pour conclure, un exemple de comment répondre à ce type de situation. Au lieu de dire « je suis désolé, mes condoléances », ce que l'autre a déjà entendu 40 fois la même journée, faites une phrase personnalisée qui utilise au maximum les mots exacts de l'autre, même si ces mots font mal, même si ces mots sont difficiles à dire. Par exemple, « Mon Dieu, quelle horreur, perdre la même semaine ton père et ta mère. » Répétez la situation. Et puis, si vous ne savez pas quoi dire, dites-le. Je ne sais pas quoi dire, je suis abasourdi. Exprimez votre ressenti au lieu d'imaginer ce que l'autre ressent. Et préférez dire, par exemple, « Je n'arrive pas à imaginer par quoi tu es en train de passer », plutôt que de dire que vous imaginez ou que vous êtes déjà passé dans ce type de situation. Et pourquoi est-ce si important? Eh bien, parce que c'est la qualité de notre prise en compte qui va donner force à notre prise de position. Plus notre accueil sera empathique, plus nous pourrons exprimer nos besoins de manière assertive, en maintenant la qualité de nos relations, en conjuguant ouverture et fermeté, empathie et exigence. L'empathie, c'est pas essayer de deviner ce que l'autre sent, c'est dire ce que nous-mêmes nous ressentons face à l'histoire de l'autre. Je répète, l'empathie, ce n'est pas essayer de deviner ce que l'autre ressent, c'est dire ce que nous-mêmes nous ressentons face à l'histoire de l'autre. Merci beaucoup.